Depuis le jour de la foire, Émile n'était pas retourné dans ce vilain endroit et n'avait pas aperçu la catiche. Était-elle morte? Était-elle en prison? Personne n'en savait rien. Beaucoup de mendiants disparaissent comme cela, sans qu'on puisse dire ce qu'ils sont devenus. Personne ne les cherche ni ne les regrette. Émile était très bon. Il n'avait pas oublié le temps de solitude absolue, où la croyant idiote et misérable, il l'avait vue chaque semaine au pied de son chêne, lui apportant le pain dont il était privé, et lui faisant entendre le son de la voix humaine. Il confia au père Vincent le désir qu'il avait d'avoir de ses nouvelles, et ils s'arrêtèrent à Oursine pour en demander. C'était jour de fête dans cette cour des miracles. On trinquait et on chantait en choquant les pots. 2 femmes décoiffées et les cheveux au vent se battaient devant une porte. Les enfants barbotaient dans une mare infecte. Sitôt que les 2 voyageurs parurent, les enfants s'envolèrent comme une bande de canards sauvages. Leur fuite avertit de proche en proche les habitants. Tout bruit cessa, et les portes se fermèrent. La volaille effarouchée se cacha dans les buissons. « Puisque ces gens ne veulent pas qu'on voie leurs ébats, dit le père Vincent, et puisque tu connais le logis de la catiche, allons-y tout droit. » Ils y frappèrent plusieurs fois sans qu'on leur répondît. Enfin, une voix cassée cria d'entrer, et ils poussèrent la porte. La catiche, pâle, maigre, effrayante, était assise sur une grande chaise auprès du feu, ses mains desséchées, collées sur les genoux. En reconnaissant Émile, elle eut une expression de joie. « Enfin, dit-elle, te voilà, et je peux mourir tranquille. » Elle leur expliqua qu'elle était paralytique et que ses voisines venaient la lever le matin, la coucher le soir et la faire manger à ses heures. « Je ne manque de rien, ajouta-t-elle, mais j'ai un grand souci. C'est mon pauvre argent qui est là sous cette pierre où je pose mes pieds. Cet argent, je le destine à Émile, qui est un bon cœur et qui m'a sauvé de la prison au moment où je voulais le vendre à de mauvaises gens. Mais sitôt que je serai morte, mes voisines fouilleront partout et trouveront mon trésor. C'est cela qui m'empêche de dormir et de me faire soigner convenablement. Il faut prendre cet argent, Émile, et l'emporter loin d'ici. Si je meurs, garde-le, je te le donne. Ne te l'avais-je pas promis? Si je reviens à la santé, tu me le rapporteras. Tu es honnête, je te connais. Il sera toujours à toi, mais j'aurai le plaisir de le voir et de le compter jusqu'à ma dernière heure. » Émile refusa d'abord. C'était de l'argent volé qui lui répugnait. Mais le père Vincent offrit à la catiche de s'en charger pour le lui rendre à sa première réclamation ou pour le placer au nom d'Émile si elle venait à mourir sans le réclamer. Le père Vincent était connu dans tout le pays pour un homme juste qui avait honnêtement amassé du bien. Et la catiche, qui rôdait partout et entendait tout, n'était pas sans savoir qu'on devait se fier à lui. Elle le pria de bien fermer les huisseries de sa cabane, puis de reculer sa chaise, car elle ne pouvait se mouvoir, et de soulever la pierre du foyer. Il y avait 5 bourses de peau et environ 5000 francs en or. Elle ne voulut garder que 300 francs en argent pour payer les soins de ses voisins et se faire enterrer. Et comme Émile regardait ce trésor avec dédain, « Tu sauras plus tard, » lui dit la catiche, « que la misère est un méchant mal. Si je n'étais pas né dans ce mal, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Si vous vous en repentez, dit le père Vincent, Dieu vous le pardonnera. Je m'en repens, répondit-elle. Depuis que je suis paralytique, parce que je meurs dans l'ennui et la solitude. Mes voisins me déplaisent autant que je leur déplais. Je pense à cette heure que j'aurais mieux fait de vivre autrement. » Émile lui promit de revenir la voir,
et suivit le père Vincent dans son nouveau travail. Il regretta bien un peu sa forêt de Cernat, mais il avait l'idée du devoir et fit le sien fidèlement. Au bout de 8 jours, il retourna vers la Catiche. Il arriva, comme on emportait sa bière, sur une petite charrette traînée par un âne. Émile la suivit jusqu'à la paroisse, qui était distante d'1 quart de lieue, et assista à son enterrement. Au retour, il vit que tout chez elle était au pillage, et qu'on se battait à qui aurait ses nippes. Il ne se repentit plus d'avoir soustrait à ces mauvaises gens le trésor de la vieille. Quand il fut de retour à la coupe, le père Vincent lui dit « Tu es trop jeune pour avoir cet argent-là. Tu n'en saurais pas tirer parti ou tu te laisserais voler. Si tu m'agrées pour tuteur, je le placerai pour le mieux et je t'en servirai la rente jusqu'à ta majorité. » « Faites-en ce qu'il vous plaira, » répondit Émile. « Je m'en rapporte à vous. » Pourtant, si c'est de l'argent volé comme la vieille s'en vantait, ne vaudrait-il pas mieux essayer de le rendre ? Le rendre à qui ? Ça a été volé sou par sou, puisque cette femme obtenait la charité en trompant le monde et en chipant de ça de là on ne sait à qui des choses que nous ne savons pas et que personne ne songe plus à réclamer. L'argent n'est pas coupable. La honte est pour ceux qui en font mauvais emploi. La Catiche était une champie. Elle n'avait pas de famille. Elle n'a pas laissé d'héritier. Elle te donne son bien, non pas pour te remercier d'avoir fait quelque chose de mal, mais au contraire parce que tu lui as pardonné celui qu'elle voulait te faire. J'estime donc que c'est pour toi un héritage bien acquis, et qu'en te le donnant, cette vieille a fait la seule bonne action de sa vie. Je ne veux pas te cacher qu'avec le revenu que je te servirai, tu as le moyen de ne pas travailler beaucoup. Mais si tu es, comme je le crois, un vrai bon sujet, tu continueras à travailler de tout ton cœur, comme si tu n'avais rien. Je ferai comme vous me conseillez, répondit Émile. Je ne demande qu'à rester avec vous et à suivre vos commandements. Le brave garçon n'eut point à se repentir de la confiance et de l'amitié qu'il sentait pour son maître. Celui-ci le regarda toujours comme son fils et le traita en bon père. Quand Émile fut en âge d'homme, il épousa une des petites filles du vieux bûcheron, et comme il n'avait pas touché à son capital, que les intérêts de chaque année avaient grossi, il se trouva riche pour un paysan de ce temps-là. Sa femme était jolie, courageuse et bonne. On faisait grand cas dans tout le pays de ce jeune ménage, et comme Émile avait acquis quelques savoirs et montrait beaucoup d'intelligence dans sa partie, le propriétaire de la forêt de Cernat le choisit pour son garde général et lui fit bâtir une jolie maison dans le plus bel endroit de la vieille futaie, tout auprès du chêne parlant. La prédiction du père Vincent s'était facilement réalisée. Émile était devenu trop grand pour occuper son ancien gîte, et le chêne avait refait tant d'écorce que la logette s'était presque refermée. Quand Émile, devenu vieux, vit que la fente allait bientôt se refermer tout à fait, il écrivit avec une pointe d'acier sur une plaque de cuivre son nom, la date de son séjour dans l'arbre, et les principales circonstances de son histoire, avec cette prière à la fin. Feu du ciel et vent de la montagne, épargnez mon ami le vieux chêne. Faites qu'il voie encore grandir mes petits-enfants, et leurs descendants aussi. Vieux chêne qui m'a parlé, dis-leur aussi quelquefois une bonne parole, pour qu'ils t'aiment toujours comme je t'ai aimé. Émile jeta cette plaque écrite dans le creux où il avait longtemps dormi et songé. La fente s'est refermée tout à fait. Émile a fini de vivre, et l'arbre vit toujours. Il ne parle plus, ou s'il parle, il n'y a plus d'oreille capable de le comprendre. On n'a plus peur de lui, mais l'histoire d'Émile s'est répandue, et grâce aux bons souvenirs que l'homme a laissés, le chêne est toujours respecté et béni.